Il y a deux types de règles qu'on retrouve déjà, qu'on trouve aussi en harmonie. Il y a les règles mélodiques et il y a les règles harmoniques. Les règles mélodiques gèrent, enfin, les règles régissent, pour bien parler. La règle mélodique régit une voix, l'écriture d'une seule voix. C'est l'aspect horizontal, purement horizontal, et donc individuel. C'est une voix qui est en jeu. Je voudrais dire que, par exemple, chez Fuchs, je vais le montrer brièvement, ces règles ne sont pas aussi rigides qu'on les exprime aujourd'hui dans les traités du XIXe siècle. Néanmoins, je me permets de le dire, je pense qu'elles sont valables. Moi qui suis un petit peu rétif à une étude systématique et exhaustive du contrepoint, puisque j'évoque le fait qu'il faut travailler sur les textes existants, quand on travaille le contrepoint, jouons le jeu jusqu'au bout. Eh bien, on va par exemple dire qu'on n'écrit pas plusieurs fois la même note. Alors, je ne vais pas l'écrire au tableau. Allez, je l'écris parce que ça sera plus compréhensible. J'écris par exemple une ligne comme ça. Bon, eh bien voilà, ça n'est pas bien. J'ai 3 fois sol. Même 2 fois, je m'en prive. Alors bon, exceptionnellement, je peux me permettre de temps en temps d'avoir 2 fois la même note, mais c'est vrai que dans les traités tels qu'on les utilise, ceux de par exemple Marcel Beach, Marcel Dupré, les traités du XIXe siècle, on évite, enfin on proscrit même la répétition de la note. Bon, eh bien ça c'est une règle de bon sens en fait, ça n'est pas une règle imposée comme ça de manière arbitraire, c'est que le contrepoint doit être une ligne en perpétuel mouvement. Or, 2 fois la même note, eh bien c'est un arrêt sur image, je réemploie le terme, qui ne correspond pas tout à fait à l'esprit du contrepoint. Attention, chez Fuchs, il le fait, hein, donc c'est intéressant de voir que lui, il se permet ce genre de choses. Alors, dans les règles de contrepoint, les règles mélodiques, oh, évidemment, c'est évident ça, je ne vais pas écrire ça. C'est-à-dire, je ne franchis pas le triton, bien sûr que non. On sait bien, je ne vais pas revenir... Je le dis, mais j'ai presque honte de le dire parce que ça a été tellement répété, surrépété, c'est un peu un cliché. On appelait ça à l'époque médiévale Diabolus in musica, le diable dans la musique. Bon, c'est un cliché usé jusqu'à la corde, mais qui a une petite réalité quand même, parce que quand on parle de diable, j'ai eu l'occasion de le dire dans mon livre, je le dis ici. Le terme diable commence par dia, ce qu'on trouve dans dialogue, c'est-à-dire dissociation, division. Ces deux notes, pardon, j'ai fait une grave erreur, pardon, excusez-moi, je m'excuse, je recommence mon propos. Ah là là, ça, on ne va pas couper, hein, je continue, voilà. Ici, j'ai un triton, pardon, j'ai écrit ici, qui est une belle quinte, pas de problème. Le triton, donc, eh bien, c'est vrai que la note du bas du triton, du fait de cet écartement entre les deux notes, a tendance à regarder, comme je l'ai dit, vers le bas, et celle du haut à regarder vers le haut. Donc, l'idée de diable, c'est aussi l'idée de dissociation, de fracture de la ligne. C'est ce que ça veut dire étymologiquement et originellement, avant d'y voir des notions sulfureuses sur lesquelles certains glosent un peu trop. Voilà. C'est aussi une réalité, le triton. Donc on le proscrit complètement. Et d'une manière générale, on proscrit tous les intervalles diminués. Ils ne sont pas bien nombreux. Si je suis en Do majeur, par exemple, l'intervalle diminué, c'est la quinte diminuée placée sur la sensible. Voilà, donc je proscris le saut de quinte diminuée, je proscris encore plus le saut de triton. Maintenant, pour les sauts importants, je disais l'esprit de la ligne, c'est le mouvement conjoint. On va trouver bien sûr des sauts de tierces, on va trouver des sauts de quarte, on va trouver des sauts de quinte qui est un grand intervalle, mais franchir la quinte est une chose très naturelle, puisque je pars d'un son et je franchis vers la quinte supérieure, je fais un mouvement vers la quinte supérieure, c'est finalement j'attrape l'harmonique naturelle qui émanait du son précédent. C'est donc en ça que c'est quelque chose de très naturel. Alors attention, en contrepoint, on proscrit la sixte majeure. Voilà, donc on enlève les sixtes majeures, on considère que c'est un intervalle qui est trop grand. Pas de sixte majeure, mais on s'accorde la sixte mineure. Voilà. Je ne vais pas le justifier ici, ça me semble une règle assez marquée par le bon sens. La sixte majeure est vraiment un grand intervalle qui peut même paraître certainement un peu difficile à chanter dans le cadre d'un chant très très simple. La sixte mineure, ma foi, bon, c'est une vérité de la palisse, c'est un demi-ton au-dessus de la quinte. Donc si j'ai fait l'effort d'une quinte, l'effort de la sixte mineure, c'est un effort mélodique, un effort de tension, mais il rentre encore dans un cadre assez naturel. Donc pas de sixte majeure, pas de septième bien évidemment, et par contre, possibilité de faire des sauts d'octave, c'est-à-dire que la ligne, par exemple, peut tout d'un coup monter d'une octave
pour bien sûr redescendre dans l'autre sens. Alors maintenant, je vais évoquer les règles harmoniques. Je prends en considération l'intervalle des deux sons. Un intervalle, c'est toujours deux sons, non pas les deux sons successifs, qui est l'intervalle mélodique, mais les deux sons simultanés, qui est l'intervalle harmonique, qui est vertical, parce que les deux sons sont écrits l'un sur l'autre. Alors, je vais envisager les différents types d'intervalles. Donc, on a coutume, enfin c'est tout à fait normal, en tout cas dans le contrepoint c'est comme ça, de distinguer, d'établir une distinction très nette entre les dissonances et les consonances. Donc les dissonances, c'est la septième et la seconde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire sur un Do, on ne peut pas écrire de Ré, la seconde, et sur le Ré, on ne peut pas écrire de Do, seconde, septième. Donc ça, les dissonances, j'écris pas dissonance, on est bien d'accord que ce sont les dissonances, elles sont totalement exclues. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a les consonances. Et les consonances, elles, se divisent en deux groupes. Et là aussi, il est très important d'établir la distinction. Je sais qu'elle est souvent négligée par les harmonistes, mais en fait, elle est très importante. On établit donc une distinction, pardon, je me répète, entre les consonances imparfaites et les consonances parfaites. Je dis quelles sont les consonances. Bon, c'est pas la peine que je l'écrive, hein, pardon, je vais effacer ça, c'est pas la peine de perdre de la place sur le tableau. Les consonances sont la tierce et la sixte, c'est-à-dire Do, Mi et Mi, Do. Et d'autre part, bien sûr, l'unisson et l'octave. Bon, ma présentation est un peu arbitraire, mais ce n'est pas grave, je vais ensuite en parler. L'unisson, alors l'unisson dans le contrepoint est très important quand même, hein. Souvent, c'est ce qui est le plus parfait, puisque les deux voix chantent la même note. Ça n'est pas vraiment un intervalle, hein, c'est la même note, mais on peut très bien finir sur unisson et commencer sur unisson. Et l'octave, dans les consonances parfaites, et bien sûr, il y a la quinte. Alors, a priori, il y aurait la quarte en tant que renversement. On voit bien que le renversement d'une consonance est une consonance, le renversement de la tierce est la sixte, etc. Le renversement de la quinte est la quarte. D'un point de vue théorique, on classe dans certains ouvrages, même tous, je crois, peu importe, la quarte dans les consonances. Or, en contrepoint, elle est proscrite complètement. Alors, la quarte est exclue, je dis quand même pourquoi. Parce que on se retrouve ici, par exemple, dans un contrepoint, on peut se trouver à un moment où les quatre voix sont étagées comme de la manière suivante, Do, Sol, Do, Mi. Évidemment, cet élément-là est très très connu et reconnu par les harmonistes. Il s'agit de l'accord de Do majeur à l'état fondamental. Mais d'un point de vue strictement contrapuntique, bien sûr, qui est le même fondamentalement, hein. Je ne les oppose pas. Mais je dis que le point de vue contrapuntique est plus, si j'ose dire, plus terre à terre. Il consiste simplement à avoir sur la base Do une quinte, une octave et une tierce. Ce sont bien les intervalles que je vais sélectionner, que je vais utiliser. Je peux, sur la note de basse, avoir une tierce, une sixte. Je vais faire une parenthèse tout de suite pour ne pas oublier. Un unisson, une octave ou une quinte. Je vais l'écrire ici, avant de reprendre mon propos, là, de manière à ne pas oublier. Ce que je vais dire, c'est que sur un Do, allez, prenons un Ré pour changer, parce que je prends toujours Do. Le Do n'est pas vraiment une référence au contrepoint plus particulièrement. Prenons Ré. Je peux donc avoir comme intervalle possible, enfin comme note possible à écrire avec Ré, je peux avoir l'unisson, bien sûr. Je peux avoir la tierce mineure. Je peux avoir la tierce majeure, je peux avoir la quinte, je peux avoir la sixte mineure, je peux avoir la sixte majeure. Alors, je vais effacer ici et je reprends mon propos après. Pardon, cette organisation n'est pas idéale, mais ce n'est pas bien grave, je crois que tout le monde me suit. Donc je continue, je peux donc avoir la sixte mineure, la sixte majeure, je chiffre toujours l'intervalle, unisson, tierce, tierce, je ne mentionne pas majeur, mineur, je ne mentionne pas le dièse, peu importe, ici quinte, ici sixte, et je peux avoir, je l'écris ici, l'octave. Donc sur Ré, pardon, donc sur Ré,
je peux avoir l'octave. Donc on est bien d'accord, je redis. J'ai la note Ré en tant que note du bas. Ça peut être un ténor, ça peut être autre chose, un alto. Mais au-dessus, sur Ré, je peux écrire Ré, je peux écrire Fa, je peux écrire Fa dièse, je peux écrire La, je peux écrire Si bémol, je peux écrire Si bécard, et enfin je peux écrire Ré, qui est octave. Je peux aussi écrire, on le sait, on s'en doute bien, ces mêmes intervalles, de la même manière que je suis parti de l'unisson ici et je suis arrivé à l'octave, de la même manière en partant de la tierce, je peux avoir la dixième mineure, la dixième majeure, etc. Je ne réécris pas tout et je n'écris pas en général 10. Hein. J'écris simplement 3. Ça, je le dis au passage, on écrit, on le sait bien, puisque en harmonie, quand on a un accord, par exemple, un accord de Ré, on a la tierce perchée, on dit c'est la tierce, je viens de le dire, on a la tierce, voilà. On ne dit pas la dixième. On sait que c'est une dixième, mais on continue à la nommer tierce. Il se trouve que les anciens clavecinistes, les Italiens du début du XVIIe siècle, dans le chiffrage notaient souvent 10, voire 11, voire 12, etc. Aujourd'hui, on chiffre 3 et c'est très bien comme ça. Donc voilà, ça maintenant, je me suis fait comprendre, c'est ce qu'on appelle les intervalles redoublés, ce sont les intervalles simples, inférieurs et équivalents à l'octave, et ça, ce sont les intervalles redoublés. Peu importe ces intervalles-là, mais donc il y a un grand absent ici, outre les deux dissonances qui sont bien sûr proscrites, il y a un grand absent, c'est la quarte. C'est-à-dire que sur une basse Ré, je ne peux pas écrire Sol. Alors il y a un petit peu une raison à ça, j'ai montré tout à l'heure un échafaudage qui était un accord de Do, puisque je suis dans les Ré, je vais reprendre Ré, je peux très bien avoir Ré, la quinte, sur une note de basse Ré, je peux y disposer une quinte, auquel cas j'utilise bien cet intervalle qui est ici. Je peux y adjoindre une octave, j'emploie bien l'octave qui est répertoriée comme bon intervalle, bien sûr, plus que tous les autres encore. Et je peux y mettre par exemple une tierce majeure, j'utilise donc cet intervalle. J'aurais pu y mettre une tierce mineure, bien sûr. Mais je n'y ai pas de carte. Or, si j'ai une carte, alors ça il faut le savoir, c'est très important, ces intervalles sont privilégiés. Pourquoi? Bien sûr, c'est une évidence. Est-il besoin de le dire? C'est que ce sont les intervalles correspondant à la résonance naturelle. Il faut, et d'ailleurs Fuchs en parle abondamment à sa manière, encore une fois de manière un peu désuète, et reprenant d'autres traités qui ont peut-être plus de valeur pour ce domaine précis. Attention, je ne parle pas du traité de contrepoint, je parle de la première partie qui est une exposition théorique, mais toujours est-il qu'il revient abondamment, très abondamment, sur les rapports harmoniques entre un son fondamental et les harmoniques. Il est très important d'asseoir toutes les études d'harmonie, bien sûr, et ici de contrepoint, sur la connaissance parfaite, j'ai bien dit parfaite, de la résonance naturelle, qui est une chose extrêmement simple. Sur un son fondamental, on a son octave, on a sa quinte, qui est une douzième, donc encore une fois, mais je dis quinte, on a à nouveau l'octave, puis on a la tierce majeure, pas mineure, la tierce majeure, puis à nouveau la quinte, etc. Or, ces intervalles sont bien les intervalles de la résonance. Bien sûr, je n'y trouve pas la sixte, mais je ne fais pas de commentaire là-dessus, ça m'entraînerait trop loin. La quarte n'en fait donc pas partie, première chose. Deuxième chose, quand on entend un chœur, mais même un violoncelle qui joue, ou un ensemble à cordes par exemple, qui sonne avec un Ré grave, on entend naturellement, il faut y prêter attention, je suggère à tout un chacun de faire l'exercice d'audition des intervalles naturels, des harmoniques naturelles. Quand on fait entendre un Ré grave, on entend un Fa dièse. Donc quand on chante, je définis, je fais une parenthèse, hein, on sait que je suis spécialiste des parenthèses. Qu'est-ce que c'est qu'une dissonance? Qu'est-ce que c'est qu'une dissonance? C'est un intervalle harmonique, puisque je parle des intervalles harmoniques, qui est très proche de l'intervalle le plus parfait. Je donne cet exemple que j'ai déjà donné, enfin ce n'est pas un exemple, hein, c'est une explication que j'ai déjà donnée à d'autres occasions. Si nous sommes deux ici à chanter tous les deux un Ré, nous chantons un unisson, nous ne pouvons pas faire plus parfait que l'unisson pour la bonne raison que ça n'est même plus un intervalle, mais c'est la même note. Donc c'est la perfection absolue au niveau de la résonance, de l'accord des sons entre eux, accord au sens ancien du terme. Si l'un des deux monte d'un demi-ton, chante un mi bémol, c'est l'intervalle le plus dissonant. Donc l'intervalle le plus dissonant possible, c'est l'intervalle le plus proche de l'intervalle le plus consonant. Ça, c'est une chose à ne pas oublier. Eh bien, il en va de même pour la quarte.
si je fais entendre la résonance naturelle Ré, Fa dièse, si je chante le Sol, c'est le demi-ton au-dessus du Fa dièse qui frotte contre le Fa dièse. C'est un petit peu le même principe que Ré, Mi bémol. Ça n'est pas la même chose, je sais bien que ce n'est pas la même chose, mais ça découle de ce principe. L'interdiction, la proscription de la carte dans le contrepoint vient de ça. Donc, pas de carte. De la même manière, je poursuis ma superposition de notes. Je remets l'octave ici pour que mon petit tableau soit complet. Là, je suis donc... Oui, je voulais dire une chose, je poursuis. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, je suis par exemple à 2 voix. Donc, j'ai montré les notes qui peuvent s'ajouter, s'adjoindre au Ré. Si je suis à 3 voix, je fais la même chose. Qu'est-ce qui peut s'adjoindre au Ré? Bon, je ne fais pas tous les détails, on peut avoir Ré, Ré, bon, je laisse tomber l'unisson, peu importe. Je peux avoir Ré, Fa, La. Je peux avoir Ré, Fa dièse, La. Je peux avoir, pardon, c'est mal écrit, je peux reprendre mon Ré ici. Je peux avoir Ré, Fa, Si bémol, mon Ré, Fa, je veux dire. Mon Ré, Fa, Si bémol. Je peux prendre ça, j'ai Ré, Fa dièse, Si. Alors, les harmonistes, voyant ça, me diront, et c'est vrai, ça c'est un accord de Ré mineur. Le point de vue purement contrapuntique consiste à dire, sur la note Ré, il y a une tierce mineure et une quinte juste. Bon, bien sûr, c'est un accord de Ré mineur, nous le savons. Ici, les harmonistes diront il s'agit d'un accord de Ré majeur à l'état fondamental. Le contrapuntiste décrit de manière donc plus terre-à-terre, comme je disais, sur le Ré, il y a une tierce majeure et une quinte juste. Les intervalles autorisés dans ce petit exposé, ce petit tableau. Maintenant, je peux avoir sur la tierce mineure, je peux avoir une tierce mineure et une sixte mineure. Les harmonistes diront il s'agit de l'accord de Si bémol majeur dans son état de premier renversement. Le contrapuntiste dit il y a une tierce et une sixte, ce qui est bien sûr l'accord de premier renversement, nous le savons. Ici, la tierce est majeure et la sixte est majeure. Voilà, les deux intervalles seront chiffrés comme ça, voilà, parce que dans le contrepoint, on chiffre les intervalles systématiquement. Bien sûr, on voit que c'est à l'origine du chiffrage. Alors, je peux aussi avoir ça, ce que je vais trouver souvent ça, attention, il ne faut pas le négliger, je peux aussi avoir Ré Fa Si, c'est-à-dire la tierce mineure, mais la sixte majeure. Ça, c'est un élément qu'on va trouver en Do, que les harmonistes peuvent définir, mais ça, on ne le fait pas en contrepoint, pour le coup, pas du tout ici, comme le premier renversement de l'accord de quinte diminuée, puisqu'en contrepoint, l'accord de quinte diminuée n'existe pas, il n'est pas pris en compte. Voilà. Donc, je ne rentre pas là-dedans, je voulais simplement le mentionner. Donc, tout ceci, tout ce petit exposé est pour souligner le fait que j'utilise les deux intervalles et leur renversement réciproque, que la quinte est seule. Il n'y a pas de carte utilisable. Voilà. Alors, voilà pour les intervalles harmoniques utilisés. Maintenant, je pourrais développer 1000 petits détails. Je crois que ça n'est pas très bon. Je crois qu'il faut le faire dans le feu de l'action, dans l'écriture du contrepoint, en disant, voilà, ici, non, ça ce n'est pas très bien pour telle et telle raison. Voilà. Sinon, c'est un petit peu fastidieux d'énoncer comme ça les choses. Je vais quand même donner une petite précision. Je peux bien sûr... Ah oui, alors, en m'exprimant, je repense à ce que je voulais dire. Il y avait une petite chose qui m'était restée de côté. C'est que je dois bien établir, je l'ai dit, bien établir la différence entre les intervalles parfaits, les consonances parfaites et les consonances imparfaites. Ça, c'est très important. Eh bien, on sait bien, dans l'harmonie, on le sait, que les consonances parfaites, c'est-à-dire unisson, bien sûr, mais bon, unisson, c'est un peu à part quand même, mais les quintes et les octaves subissent des contraintes que ne subissent pas les imparfaites que sont les tierces et les sixtes. En effet, on le sait, qu'en harmonie, et donc c'est la même chose en contrepoint, et si je veux dire c'est encore plus fortement proscrit, il ne peut pas y avoir deux voix qui chantent une octave et qui après rechantent une octave, ce qu'on appelle des octaves consécutives, une octave qui suit une autre octave. De la même manière, les quintes consécutives sont proscrites. Donc, si je me retrouve à un moment donné de mon contrepoint, mais c'est une grande évidence ça, sur Ré La, qui est une quinte, et que par exemple la basse monte sur Mi, il est hors de question
que la voix supérieure monte sur si, qui occasionnerait deux quintes consécutives qui sont rendues très visibles d'ailleurs par le chiffrage 5-5. C'est impossible que ce soit 5-5 comme ça ou que ce soit 5-5 comme ça. Ça c'est conjoint, ça c'est disjoint, mais il n'en reste pas moins que ce sont des quintes consécutives. Il en va de même, je ne le dessine pas, ça ne sert à rien, pour les octaves consécutives. Il faut dire une autre chose, c'est que les quintes et les octaves, c'est-à-dire les consonances parfaites consécutives, sont impossibles, mais quand elles sont ce qu'on appelle quintes directes et octaves directes, sont également impossibles. Qu'est-ce que la quinte directe? On le sait en harmonie, dans le travail de l'harmonie, c'est la quinte qui est obtenue par mouvement parallèle des deux parties. C'est-à-dire quand j'ai, par exemple, Ré, Fa, qui est une tierce, et qui s'enchaîne à une quinte. Une tierce puis une quinte. Les deux voix montent. C'est ce qu'on appelle le mouvement parallèle, puisqu'on distingue bien, je n'y reviens pas, je n'en ai pas parlé aujourd'hui d'ailleurs, mais j'en ai parlé longuement en harmonie, on distingue, et dans mon livre aussi, 3 types de mouvements, on est bien d'accord, hein, je le dis très vite, hein, les mouvements parallèles, pas de carte, pardon, je veux une quinte suivie d'une tierce, ça c'est les deux voix qui montent ou les deux voix qui descendent, c'est le mouvement parallèle. Le mouvement oblique, c'est quand une voix est immobile et que l'autre bouge. Et le mouvement contraire, c'est quand elles vont en sens contraire. En contrepoint, il faut privilégier le plus possible le mouvement contraire. Bien sûr, on a besoin des autres mouvements. Celui-ci n'existe pas, parce que, comme je l'ai dit, on ne répète pas 2 fois la même note, normalement, bien que Fuchs le fasse allègrement. Mais nous, il vaut mieux nous donner cette contrainte de ne pas répéter la note. On peut peut-être trouver un cantus firmus où la note est répétée, mais le cantus firmus, si j'ose dire, à tous les droits, il est donné, il est fixé, je ne le critique pas. De toute façon, je n'ai pas tellement vu de cantus firmus répétant la même note, mais nous ne le faisons pas. Donc, de toute façon, le mouvement oblique, la question ne se pose pas trop. Nous privilégions le mouvement contraire, mais nous savons que nous avons des mouvements parallèles. Eh bien, quand il y a des mouvements parallèles, les deux voix montent ou les deux voix descendent, un intervalle ne peut pas aboutir à une quinte, ce qu'on appelle la quinte directe. De la même manière, comme ça, ne peut pas aboutir à une quinte directe comme ça. Attention, il y a des petites souplesses à cette règle qui n'est pas absolue. Alors attention, elle est absolue à 2 voix. À 2 voix, je me l'interdis complètement. Fuchs donne des explications à ça, qui sont des explications qu'on trouve dans, dans les anciens traités. Je l'ai trouvé dans des gens comme ceux que je citais, Banchieri, Di Ruta, etc., Bononcini et d'autres encore. Je ne viens pas sur les explications. Ceux qui seront lecteurs du livre les verront, mais on ne le fait pas. Attention, quand on est à 4 voix, par exemple, on peut trouver des quintes directes à l'intérieur de l'écriture, mais on se le proscrit aux parties extrêmes, parce qu'aux parties extrêmes, ces mouvements sont plus audibles, donc on les exclut. Tout ceci pour dire qu'il y a donc ces contraintes que nous connaissons déjà en tant qu'harmonistes avec les consonances parfaites, mais que ces contraintes n'existent pas pour les consonances imparfaites. Les tierces peuvent se succéder. On peut avoir plusieurs tierces successives, même 2 tierces successives, on peut avoir 3 tierces successives, de la même manière des sixtes. Mais attention, je mentionne ici une petite restriction, c'est que si j'ai écrit une tierce, que par exemple mon cantus, la voix donnée est ça, et que j'ai une tierce ici, que j'ai écrit moi une tierce, je peux ici écrire encore une tierce. Je peux encore écrire une tierce, ça en fait quand même 3 de suite, eh bien je dis qu'à partir de 3, je limite, je n'en fais pas une 4e. Cette règle est une règle de bon sens, ça n'est pas une règle arbitraire. C'est que tout simplement, si je mettais une 4e tierce, par exemple ici dans un mouvement conjoint encore, eh bien ma ligne de contrepoint ici est en quelque sorte n'est plus autonome. Elle est une simple réplique de la ligne qui m'est donnée. Ce sont 2 lignes. J'ai un dessin comme ça, et moi, ce que j'écris la même chose. Ça, c'est un peu le contraire de l'esprit du contrepoint. Pas un peu, c'est le contraire de l'esprit du contrepoint. La ligne que j'écris doit être bien distincte, doit avoir une autre allure. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, elle va favoriser souvent les mouvements contraires. Donc, on limite les consonances imparfaites, pas en général, les tierces
pas plus de 3 tierces consécutives. De la même manière, pas plus de 3 sixtes consécutives. Si j'ai 3 sixtes consécutives, il faut que j'en sorte très vite. Il faut que j'aille sur une quinte, que j'aille sur un mouvement contraire, que j'aille vers autre chose. Sinon, ma ligne ressemble trop à la ligne donnée, et à ce moment-là, ça n'est plus l'esprit du contrepoint. On est bien d'accord. Voilà pour une description, certes encore sommaire, mais je crois, j'ai dit quand même l'essentiel de ce qu'il fallait dire sur l'écriture harmonique du contrepoint. Ce qu'il faut après, c'est passer au travail directement.